Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast consacré à l'actualité du MBTI. Je vous avais parlé du fait que je souhaitais développer sur la chaîne le MBTI dans la vie de tous les jours et voir plus des différences entre les gens et peut-être des sujets ou des thèmes qui me seront venus comme ça spontanément. C'est le cas du thème d'aujourd'hui. C'est un article que j'ai vu passer de JQ qui était de cet été mais qui a été republié par JQ récemment, sur les habitudes de Jeff Bezos. Et donc l'intérêt du podcast, c'est de vous expliquer en quoi Jeff Bezos est ISTJ et comment on le voit en fait dans son article. Alors premier point, je voulais déjà vous remercier pour les vidéos et les vues. Les vidéos sur l'INTJ, elles ont toutes dépassé le millier de vues. Il y en a une qui est bientôt à 2000 vues et l'autre qui a dépassé 1000 vues. J'ai vu que finalement, il y a eu quand même beaucoup moins de vues sur les vidéos qui ne sont pas liées à des types en particulier. La vidéo de Raoui, pareil, INTP, elle est bientôt à 1000 vues. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que les vidéos sur les fonctions, les clichés amalgames et ce qu'elles impliquent dans nos comportements, ainsi que les astuces pour repérer les types, qui sont des podcasts où je vous donne énormément d'informations sous ces noms un peu résumés, un peu statiques. Je vous parle d'énormément de choses relatives au MBTI et les profils. Donc c'est dommage en fait, je sais que c'est l'algorithme YouTube qui fait que on tombe plus sur les vidéos de type et on cherche plus les vidéos de type, mais n'hésitez surtout pas à aller voir ces podcasts parce qu'ils sont hyper intéressants de ce que vous pourrez comprendre du MBTI. Et en 2 podcasts, vous allez apprendre une somme de choses assez intéressantes pour mieux voir les nuances du MBTI avec plein d'exemples, des analogies, des comparaisons. Donc surtout, ce serait dommage en fait que vous ayez vu les autres vidéos, mais que vous passiez à côté de la vidéo sur comment deviner rapidement les types et la vidéo relative aux clichés amalgames des fonctions, tout ce qu'on ne vous dit pas. Parce que c'est vraiment une mine d'or pour les informations, et ceux qui sont vraiment intéressés par les vidéos que j'ai faites qui m'ont écrit de très jolis commentaires, je pense que vous avez tout intérêt à voir ces podcasts si vous ne les avez pas lus. Écoutez, pardon. Donc aujourd'hui, ça va être un article de Jeff Bezos. Je vous le mets en description. Je vous l'ai dit aussi dans d'autres podcasts, faut pas hésiter à regarder tout le temps par principe quand je publie une vidéo, un podcast, le descriptif et descendre avec le petit plus au niveau de YouTube, parce qu'en fait il y a énormément d'infos que je vous donne. Voilà, j'ai posté sur mes podcasts récents, pareil sur le regard Enidom, j'ai posté tout un descriptif qui explique le contexte de la vidéo, ce qu'on en déduit. Donc c'est hyper enrichissant, donc ne passez pas à côté. Certes c'est des podcasts, mais en règle générale, quand je poste des podcasts, il y a toujours une petite analyse de description, un résumé ou alors des chapitres. Je ne l'ai pas fait pour cliché, amalgame, les fonctions, parce que ça aurait été trop long. C'est vraiment un podcast qui est assez long et qui parle vraiment d'énormément de choses différentes. Et pour le coup, vaut mieux écouter le podcast que de tout résumer, ça m'aurait pris 3 jours. Mais n'hésitez pas à le faire quand même, à regarder par principe quand je publie les podcasts. Logiquement, si le podcast le permet, il y a une description avec le détail du podcast et même des précisions. Si vous regardez la dernière vidéo que j'ai faite relative à l'INTJ avec les faux INTJ, je vous apporte des précisions dans la description que je n'ai pas forcément dites dans mon podcast. Donc il y a aussi ça, la description me permet de compléter des choses avec le recul, qui n'ont pas forcément été évoquées dans le podcast ou qui ont été dites d'une autre manière qui était peut-être moins directe. Donc voilà, on va commencer. Donc l'article, il sera en lien, comme je vous ai dit. C'est sur Jeff Bezos. Alors déjà, on note un premier point, c'est qu'ils disent que Jeff Bezos a des habitudes bien différentes des autres PDG de la Silicon Valley. Et élément intéressant dans le titre, ils mettent « Il reste assez traditionnel ». Bon, là déjà, je pense qu'il y en a qui ont déjà compris. Quand on dit traditionnel, généralement, les traditions, c'est SI. Alors, pourquoi ce podcast ? Moi-même, INTJ, je me suis souvent demandé au début du MBTI, quand je maîtrisais beaucoup moins qu'aujourd'hui, est-ce que Jeff Bezos serait pas INTJ ? Parce que je voyais ISTJ, INTJ. L'erreur que j'ai faite, c'est de regarder sur Internet ce qu'en pensaient les gens sur Quora et tous les autres sites, et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens maîtrisent vraiment rien du MBTI sur Internet, quoi. En fait, ils parlent de tout le monde sans maîtriser les bases, quoi. Donc, ils vont te dire, alors Jeff Bezos, il est clairement ISTJ parce qu'il a pris des risques. Il peut pas être ISTJ parce qu'il a pris des risques en empruntant sur toute sa maison, en la gageant, en hypothéquant sa maison, alors qu'en fait, un ISTJ, il est très prudent dans sa manière d'investir. C'est vrai que cet argument, je l'avais trouvé assez intéressant au début parce que
c'est une différence entre l'ISTJ et l'INTJ, oui. Mais il ne faut pas croire non plus qu'avec Annie en Dom, vous êtes à sauter sur tout ce qui bouge et à ne pas être prudent. Mais on est moins conservateur dans la manière d'être prudent qu'un ISTJ avec Acidom. Donc pendant longtemps, j'ai douté. Parce que j'avais pas assez d'éléments sur lui en tant qu'homme pour le typer. Physiquement parlant, il n'y avait pas autant de différences ISTJ et INTJ dans son style. Et puis entre-temps, j'ai augmenté mes compétences en MBTI, j'ai connecté ça à beaucoup d'autres choses, le type, le regard, aussi les habitudes physiques qui sont assez faciles à reconnaître chez les types. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, si j'avais eu ces infos-là avant, j'aurais pu tirer plus tôt Jeff Bezos et ISTJ. Je vous explique pourquoi. Jeff Bezos, déjà, quand il marche, si on parle d'un point de vue action type, on voit qu'il marche avec les hanches. Et en fait, les types S, et je vous en avais parlé, la motricité se fait au niveau du cou de hanche. Elle se fait pas au niveau des épaules comme les types N. Donc en fait, vous le voyez au fait que quand la personne marche, elle est quand même assez droite en termes de centre de gravité. Et son centre de gravité est localisé sur les talons. Alors que pour les types N comme moi ou les INFP, les INTP, notre centre de gravité va être plutôt sur l'avant des pieds. Donc la partie de devant des pieds, soit l'avant, soit le milieu des pieds. Et aussi lié au fait que c'est en fait l'épaule qui, chez nous, lance la machine. C'est l'épaule. Pour faire le podcast que j'ai parlé d'Armstrong et de son en contre-la-montre, où c'était un des rares cyclistes qui n'était pas aligné du tout en fait, qui bougeait, il y avait un petit bougement d'épaule. Il bougeait plus, mais parce que du coup, quand vous êtes un type N, le mouvement d'épaule va être important pour lancer la machine, même si vous le limitez au minimum. Donc en fait, c'est vrai qu'avec le recul, Jeff Bezos, si on le regarde marcher, c'est quelqu'un qui marche assez droit, il n'est pas courbé, il n'est pas penché en avant, mais il est assez droit. Et ça, c'est typique des types S dans la manière de marcher. Il y a aussi le style, il est assez classique. Après, on peut pas dire que c'est pas un style d'INTJ pour autant, mais c'est vrai que son style reste assez classique. Il y a la fameuse chemise. Faut pas oublier que SI, c'est vraiment des fans de chemise. Vous allez me dire que SE peut être fan de chemise avec les ESFP, ESTP, mais clairement, moi, en tant qu'INTJ, j'ai jamais trop aimé porter des chemises. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas un truc... on peut en porter, il y a des INTJ qui en portent, mais naturellement, l'INTJ va pas porter de chemise. Parce qu'il a SE en inf, il a pas d'SI, donc... on va porter d'autres choses, on va essayer de chercher quelque chose qui est plus simple, plus pratique, plus cool, plus agréable en fait, quoi. Donc les chemises, oui, on peut en porter, mais clairement, moi, bon, c'est pas spontanément ce que je vais porter, alors que les ISTJ portent beaucoup de chemises. En général, c'est quelque chose que j'aime bien. Et je vous donne des éléments pour typer. Je vous dis pas que c'est automatiquement tout le temps ça, mais c'est déjà, quand vous connaissez pas quelqu'un, c'est bien de voir les éléments qui seraient associés au type. Donc Bezos, il y a déjà ça. Et c'est vrai que quelque chose qui m'a marqué à l'époque, c'est que j'avais lu plusieurs articles sur lui, sur la stratégie de Bezos pour réussir. Déjà, j'ai remarqué que Bezos est assez radin. Et c'est vrai que l'ISTJ a un côté radin comparé à l'INTJ. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais l'ISTJ est beaucoup plus proche de ses sous qu'un INTJ, c'est le type N qui fait ça. Quand vous êtes un type N, finalement, vous regardez vos sous, mais les sous sont pas une fin en soi, quoi. C'est plutôt votre objectif. Donc déjà, j'avais vu ça qui m'avait interpellé, mais pour moi, ça ne me permettait pas de, sur cet argument typé, être sûr qu'il soit ISTJ. Après, j'ai lu des articles qui étaient intéressants, où il parlait de ses horaires fixes, qui se couchaient tôt, que le matin, il se levait tout le temps entre telle heure, que c'était un matinal. Et là, je me suis dit, ça sonne pas trop INTJ quand même, parce que les INTJ, on peut se lever tôt le matin, mais clairement, c'est pas un kiff, quoi. C'est clairement pas un kiff, et si on pouvait dormir jusqu'à 10h le matin, on le ferait. Là où l'ISTJ, par contre, aime bien se lever tôt. C'est vraiment un des types qui aime bien se lever super tôt, ses habitudes, sa routine, le fameux SI, dont je vous ai beaucoup parlé et qui est en fonction dominante chez lui. Donc on va revenir à l'article du coup. Moi c'était pour vous expliquer un peu les idées que j'avais à l'époque, j'avais que ça. Mais c'est vrai que c'était pas énorme pour typer quelqu'un, on type pas quelqu'un sur des idées comme ça. Donc pour Jeff Bezos, alors ce qui est intéressant c'est qu'ils expliquent dans l'article que il est différent des autres types. C'est pas comme Elon Musk, évidemment Elon Musk NTP, on peut pas comparer à un ISTJ. Et ils le disent d'ailleurs, les caractéristiques et habitudes de Bezos sont assez uniques et traditionnelles. Donc là, ça sonne quand même très SIDOM. Des horaires de bureau fixes et une attention particulière aux décisions de l'entreprise. Oui, parce qu'en fait, SI est prudent. De même qu'Annie aussi est très prudent avant de prendre une décision, SI est aussi prudent. C'est ce que partagent SI et Annie en DOM. Alors, premier élément, je vous le dis, ce sera dans l'article, vous pourrez lire. Se lever tôt, se coucher tôt, c'est ce que je vous expliquais. Et c'est vrai que contrairement à Elon Musk, qui travaille jusqu'à des heures très tôt le matin, Jeff Bezos, il se couche tôt, et c'est vrai que
Ça, c'est vraiment SI. SI, il vous explique dans le paragraphe qu'il a besoin d'un sommeil de 8 heures pour être bien, il est meilleur. Et ben ça, c'est vraiment SI d'homme. C'est leur qualité, c'est ceux qui sont plus conscients des besoins physiques de leur corps. Là où moi, avec SE1, j'ai du mal à me stopper, parce que j'ai un SE1, c'est pas cool quand vous voulez vous stopper. J'ai appris avec le temps à savoir limiter ça et ne pas dépasser mes limites, mais c'est plus compliqué pour moi. Là où SI, il est très content de se coucher à telle heure parce qu'il sait qu'il va être mieux. Voilà, c'est la routine d'SI, vraiment l'écoute primaire du corps. Et quand je dis primaire, c'est pas du tout péjoratif, mais l'écoute vraiment primaire du corps et de ses besoins physiques, repos, alimentation, énergie. Ça, vous le verrez sur internet, c'est très typique d'SI. J'avais un ami à la fac de droit justement qui m'avait pris mon TD pour un TD qu'on avait à rendre, enfin pour réviser un devoir sur table qu'on avait. Et en fait, je l'avais appelé, mais t'as rendu compte à 8h du soir que c'est lui qui avait gardé le bouquin et qui m'avait même pas rappelé pour me le redonner, quoi. Donc je pourrais pas réviser avec. Et c'est quand même quelqu'un qui m'avait sorti à l'époque, avec le recul, c'est une certitude que c'était un ISTJ, mais par contre dans une routine totalement démesurée par rapport à l'ISTJ standard, on va dire. Et tenez-vous bien, il m'avait sorti, ah bah non, c'est trop tard, tant pis, je te le rendrai demain matin. Tu te fiches de moi, l'examen c'est demain, c'est toi qui as pris le bouquin, tu m'as même pas pensé à me le rendre. Moi, croyez-moi que si je prends le bouquin à quelqu'un pour une épreuve et que l'épreuve est le lendemain, c'est moi qui vais penser à lui rendre, c'est pas lui qui va me rappeler s'il a oublié. Non, lui, il m'a dit, c'est trop tard. Mais je me suis dit, mais c'est hallucinant le gars. Oui, mais là, on est clairement dans du SI d'homme, quoi. C'est-à-dire, il avait besoin de dormir, de se coucher tôt, il avait fait ses révisions en mode bien égoïste, et donc son pote avec qui il avait pris... sur lequel il avait quand même pompé tout le cours pour réviser, parce que s'il avait pris mon cours en tant qu'ISTJ, c'est que c'était pas si mal, parce que les ISTJ vont pas prendre le cours de quelqu'un qui a mal fait le travail, mais c'est vrai que je prenais bien les notes en général. En fait, lui, il s'en est servi, allez en mode égoïste, et allez hop, je vais dodo, et débrouille-toi le lendemain matin pour que je te donne le bouquin. Franchement, ça m'avait fait halluciner, je me suis dit, mais quel égoïsme. Mais là, avec le recul, bon, je vous le donne un exemple parce que ça me fait penser à ça. Bien sûr, pour eux, il m'avait dit ça à l'époque, il m'a dit il faut que j'ai 8 heures de sommeil, donc je vais me coucher maintenant et donc je ne peux pas aller chez toi. Et je me suis dit, mais c'est lunaire, quelqu'un qui vous sort ça, il est fautif, il a votre cahier, il aurait dû vous dire attention, je te rends ton cahier parce que c'est moi qui l'ai pris, et en fait, non, c'est vous le coupable. Bref, petite anecdote en passant, vous remarquerez qu'avec les gens qui se remettent pas en question, en général, ce sera toujours vous le coupable, jamais eux. Jamais dans leur vie, ça a été eux les coupables d'avoir fait quelque chose qu'il fallait pas faire. Alors que vous l'êtes toujours. Donc ça, oui, c'est quand même très SI d'homme, là. Quand il vous sort ça, j'ai besoin de 8 heures de sommeil, je dors mieux, je dois me lever tôt, me coucher tôt. Ouais, on est quand même plus dans SI que dans INI. Après, autre chose, il dit profitez des matinées. Donc dans le même commentaire, il affirme qu'il se pressait pas le matin, il aime la paresse. Oui, alors les SI d'hommes, ils sont très séquentiels. Ils mettent énormément le temps le matin, c'est-à-dire la salle de bain, il reste je sais pas combien de minutes dedans, et je parle des hommes, je parle même pas des femmes. Parce que les hommes, il y en a qui passent beaucoup de temps dans la salle de bain, mais le SI d'homme, c'est connu. On en parlait aussi avec une amie qui a son père qui est ISTJ. J'ai remarqué aussi que chez les ISTJ, alors peut-être pas tous, mais chez une grande partie, il y a ce rapport très particulier à l'eau de Cologne le matin. Ils aiment bien se mettre de l'eau de Cologne, passer du temps à faire leur toilette. C'est indispensable pour SI parce qu'il a besoin d'être bien luné pour être en forme. Donc il se réveille le matin, il fait ses trucs dans l'ordre, c'est du SI, voilà, c'est de la routine. Ça le rassure, ça lui permet d'être en confiance et de faire exactement ce qui marche et ce qui a prouvé que ça marchait quand il faisait ça. Donc ça, on est quand même dans du SI. Lui, il vous sort des arguments rationnels. Mon temps pour moi le matin est important, j'ai besoin de ça pour réduire mon stress. Ça ne sert à rien de se presser dans la journée dans la précipitation. Donc là, on voit clairement qu'on n'est pas avec un T d'homme, ESTJ ou NTJ, qui serait un excité le matin et qui prendrait le temps pour rien juste pour être déjà au boulot et aller sur l'objectif. Voilà, il vous dit que si on mène un style de vie précipité, c'est pas bien parce qu'il y a l'anxiété, blablabla. Bon. Là, c'est clairement quelqu'un qui écoute ses besoins, qui anticipe, qui optimise. Donc ça pourrait être INTJ, mais là, on est sur un niveau qui est pas vraiment INTJ, qui est plutôt ISTJ. Après, il y a une autre info que vous avez peut-être vu passer avec Jeff Bezos, qui est intéressante, elle passe souvent sur les réseaux sociaux. Faire toutes les réunions importantes avant l'heure du déjeuner. Oui, alors ça, c'est un truc qu'on reprend beaucoup sur Internet dans les conseils de Jeff Bezos pour réussir. C'est tout bête, après, c'est d'un point de vue métabolique et on en revient à la capacité des SI d'hommes à être très à l'écoute de leur corps. En fait, quand vous digérez, la digestion par jour coûte un marathon tous les jours au corps, en moyenne. On estime que c'est à peu près faire un marathon tous les jours qu'on demande comme effort à notre corps. Donc là, c'est intéressant parce qu'il vous explique quand même que c'est vrai que c'est mieux de faire des réunions avant manger parce qu'après manger,
bah, vous êtes fatigué. Il y a le coup de barre qui est lié à la digestion, qui vous demande plus d'énergie, c'est clairement lié à ça. Et aussi parce que vous avez déjà affronté 4-5 heures de stress avec votre boulot, vos objectifs. Vous êtes arrivé tôt le matin à l'école, vous avez déposé vos enfants quand vous en avez. Voilà, il y a tout ce contexte qui fait qu'on est déjà un peu fatigué. Donc il a raison, l'idée c'est quand même de faire des réunions avant, parce que si vous faites ça après manger, tout le monde est fatigué, entre ceux qui digèrent mal, ceux qui ne digèrent pas, ceux qui piquent une sieste quand ils ont mangé. Bon bah voilà, c'est compliqué après d'être optimal. Et là on voit vraiment le SIDOM qui essaie de gérer tout le temps l'optimisation dans son quotidien et pas de perte d'énergie et être efficace. Voilà, donc là la deuxième fonction chez lui, TE comme les NTJ. Bon voilà, donc ça c'est assez typique des SIDOM. Après il y a une autre chose qui vous dit qui est intéressante. Les petits groupes sont généralement plus efficaces. Alors oui, pareil, la rationalité chez lui, où moi le premier, je déteste avoir des réunions avec 10-15 personnes où tout le monde ouvre sa bouche et on n'aboutit à rien. C'est une perte de temps. Et c'est vrai que les STJ comme les NTJ, on cherche à optimiser notre temps, à ne pas dépenser notre énergie inutilement. Voilà. C'est pas qu'on est radin sur le temps, c'est qu'on vise vraiment de l'efficacité. Et quand on vise l'efficacité, on passe pas son temps à sortir 2 heures dans le froid si ça va pas nous permettre d'être plus performant, quoi. Là où il y a peut-être des gens qui sont contents de sortir 2 heures dans le froid parce que ils se disent que c'est bien pour eux, mais bon, ils pensaient qu'ils seraient plus productifs alors que pas du tout. Non, si l'ISTJ voit clairement qu'il peut s'éviter les 2 heures de froid, il va le faire. Parce qu'il va trouver ça inutile et ridicule par rapport à son objectif. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même très SIDOM. On parle aussi de la règle des équipes à 2 pizzas. Alors ça, c'est très ISTJ. Alors pour 2 raisons. La règle des 2 pizzas, ça veut dire que, bon, une pizza, on va dire en moyenne, je sais pas, c'est des pizzas de combien chez lui qu'ils prennent. Mais en gros, faut pas dépasser, je pense, il veut dire peut-être 2 pizzas, on va dire 8 personnes max. Moins de 10 personnes en tout cas, je pense, si je dis pas de bêtises. Déjà, 10 c'est beaucoup, quand tout le monde doit parler et se mettre d'accord, c'est compliqué. Le rapport aux pizzas est assez intéressant. J'ai remarqué quelque chose avec les ISTJ et je l'ai remarqué avec d'autres amis HP qui me l'ont confirmé. Il y a un rapport avec les SI et la pizza. Je sais pas à quoi elle est due, mais si vous regardez la plupart des gens qui achètent des pizzas et que vous regardez s'ils ont SI dans leur première, deuxième ou troisième fonction, vous allez être surpris de voir qu'en fait la majorité ils l'ont. Je ne dis pas que les gens qui ont SE ne peuvent pas acheter des pizzas. J'en ai un très bon exemple, ma mère qui des fois faisait des soirées pizza avec nous et mes frères. Mais c'est juste parce que c'était le contexte qu'on n'avait pas à manger. C'est une soirée pizza comme si vous alliez aller au McDo et que ma mère ne voulait pas spécialement aller au McDo, je pense. Donc voilà, vous pouvez avoir SE et prendre des pizzas. Mais je sais que mon meilleur ami de fac, qui était ISTJ, avec qui je m'entendais très bien, mais d'ailleurs je peux vous dire, je m'entendais très bien avec lui parce que justement je trouve que les ISTJ, la qualité qu'ils ont, au-delà d'être des petits PES, c'est qu'ils percutent vite les choses. Ils sont mesurés, intelligents, efficaces, enfin voilà, c'est des gens... C'est souvent pour ça qu'on dit que c'est souvent l'employé modèle l'ISTJ. Il calcule son coût, il est efficace, il n'est pas tête brûlée, il sait ce qu'il fait. Bon après ils sont trop conservateurs. Ça peut les gêner. Mais normalement, un ISTJ, s'il n'a pas d'autisme, quand il vieillit, quand même, il se rapproche de son inf. Comme moi, là, où je me rapproche quand même clairement des SE. Et je vois que je suis quand même beaucoup plus souple pour m'organiser en tant qu'INTJ aujourd'hui que je l'étais à 20 ans. C'est une réalité. Et c'est pareil pour l'ISTJ. Malgré le fait qu'SI, par contre, est plus conformiste que NI. Mais, c'est vrai, je me rendais compte, souvent, mon ami, donc, qui était ISTJ à la fac, aimait les pizzas et des fois il négociait avec moi pour allez on va se faire des pizzas. Alors il y a vraiment aussi le côté je pense optimisation chez l'ISTJ où il a tout le temps l'impression d'être gagnant. Vous savez l'ISTJ il a besoin d'optimiser pour se sentir heureux quoi. Se dire qu'il a vraiment fait une bonne affaire même s'il voulait pas acheter ce produit, c'est une bonne affaire donc il achète. Ça peut vraiment être l'excès chez beaucoup d'ISTJ qui empilent les choses pour les revendre, les compiler comme mon ami de l'époque. Alors qu'en fait ils en ont pas besoin mais parce que c'est leur optimisation et leur SI qui fait qu'ils ont besoin d'optimiser. Et c'est vrai qu'ils négociaient souvent avec moi pour avoir des pizzas. Alors que moi, réponse classique d'INTJ, écoute, les pizzas c'est cool, mais 1 heure après, j'ai la dalle. Donc, ça m'intéresse pas. Alors que lui, oui, il aimait bien, je pense qu'il y a un rapport, j'en ai parlé avec d'autres amis qui ont SI, qui aiment bien les pizzas. Moi, j'ai jamais le réflexe de me prendre une pizza, je peux prendre plein de choses à commander si je devais commander, mais pizza, jamais. Voilà. Bon, après, j'ai SI en inf, donc si je vais commander un truc, ça va plus être... dans ces cas-là, un fast-food, mais j'en fais pas 50 non plus. Ou maintenant que j'ai un peu amélioré, vu que j'ai pas SI en DOM, j'ai dû apprendre à un peu améliorer mon hygiène de vie, parce que c'est un peu le problème pour les INTJ en ayant SI en inf. Des fois, l'hygiène de vie est compliquée à gérer pour nous au niveau de nos limites physiques, de ne pas dépasser nos limites, d'avoir suffisamment de temps de repos. On a un peu le même problème que le NTP, qui a tendance à pas se reposer suffisamment non plus. Et j'ai appris maintenant... Donc, je suis pas obligé de prendre des McDo maintenant si je dois faire quelque chose. En tout cas, je pense pas aux pizzas. Et même s'il y a une pizza gagnée, une pizza offerte, je m'en fiche. En fait, je suis pas là pour faire des calculs de loto, quoi. Par contre, je peux prendre maintenant plus d'autres choses un peu plus saines, type des Pokéballs, tout ça, j'en prends souvent.
Enfin, souvent, c'est pas 3 fois par semaine, mais j'en prends toutes les semaines, 1 fois par semaine. Et ça, je trouve ça un peu plus sain que de se taper forcément fast-food ou pizza. Bon, voilà. Sachant qu'en plus, je le dis pour l'anecdote, parce que tout le monde ne le sait pas forcément, mais les pizzas, c'est extrêmement chargé en sucre. Donc au final, c'est comme les gens qui vont prendre des sushis en se disant, ouais, je passe une soirée pas trop dure pour ma digestion. Bah, se prendre 6-10 sushis, c'est rempli de sucre au niveau du sucre, au niveau du riz, qui est très chargé. Donc au final, les filles qui prennent des sushis, bon, bah, elles prennent de la graisse sans s'en rendre compte. Après, ça dépend, hein. Il y a des soirs, ça vous dérange pas de manger gras, mais bon, voilà. On va dire que là-dessus, il y a un rapport avec les pizzas. On en parlait avec une amie. C'est vrai que si vous l'avez 1, 2, 3, regardez tous ceux qui commandent des pizzas. Ça me semblerait très peu improbable que ce soit SE, parce que j'ai remarqué ce truc-là chez tous ceux que je connais qui ont un SI assez bien placé. Alors que, honnêtement, chez les autres, j'ai pas remarqué ce délire de pizza. Et je pense que c'est peut-être parce que la pizza a une valeur sûre. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand je bossais en cabinet comptable, j'avais demandé un jour par rapport à la crise à un comptable avec qui je m'entendais très bien, et je lui avais dit, mais je comprends pas, comment ça se fait que pendant la crise, les gens ils vont au resto, à la pizzeria, quoi. Parce que pour moi, ça me semblait pas du tout évident, quoi. Et il m'a expliqué, il m'a dit, Thibaut, c'est assez simple, les pizzas, les pâtes, tout ça, pizzeria, grill, ça demande pas énormément d'investissement, pizza. Alors c'était pizza et crêperie à l'époque. Donc c'est vrai que d'investir dans une cuisine pour une crêperie ou pizza, c'est pas un investissement très lourd, il me disait. Et il me dit après, bah, vous pouvez faire du volume tout le temps. Vous avez tout le temps des gens qui vous commandent des crêpes, des galettes ou des pizzas. Moi, spontanément, je n'irais pas en crêperie si je dois aller au resto, ni en pizza. Mais lui m'avait dit, quelle que soit la période, que ce soit en crise, pas en crise, voilà, les gens vont dans ces endroits-là, et en plus, ça permet, vous, en tant qu'entrepreneur, il me dit, on sait que les business plans, quand on dit à quelqu'un de monter une pizzeria, s'il n'est pas trop mauvais et que c'est pas dégoûtant chez lui, globalement, ils sont souvent au-dessus de ce qu'on va prévoir en tant que comptable de business plan, quoi. Il m'a dit, c'est souvent au-dessus. Les crêperies, c'est pareil, parce que je lui posais la question pour une crêperie qui venait d'ouvrir avec un homme et sa femme dans le Saint-Nazaire médiéval. Enfin, Saint-Nazaire, non. C'était dans le 44, je sais plus, mais dans une ville qui était médiévale. Et en fait, ils étaient dans la vieille ville. Et ils avaient dû embaucher quelqu'un assez rapidement parce qu'en fait, ça marchait du feu de Dieu, leur crêperie. Et après, je pense que c'était des gens très compétents. Ils avaient ouvert une crêperie avant, il y a des années avant. Moi, j'avais vu la carte vite fait, ça avait l'air assez intéressant en termes de produits. Mais du coup, ils ont été au-dessus des objectifs, sachant que les objectifs avaient été vus pas trop optimistes, mais pas trop pessimistes non plus. Et il m'a dit, c'est dingue, ils sont 30% au-dessus de ce qu'on avait prévu. Et ils marchaient du feu de Dieu tout l'été, machin. Je lui avais posé la question, puisque moi, ça me semblait pas évident d'aller spontanément. Je n'ai jamais été dans une crêperie ou une pizzeria spontanément. C'est toujours avec ma famille, parce qu'on allait là-bas, ou avec des amis. Et lui, il m'a expliqué qu'en fait, c'était assez classique. Donc je pense qu'il y a ce rapport avec Cassie et le traditionnel, on y revient. C'est Cassie, il aime les choses assez classiques, qui marchent, qui sont efficaces, qui ont été prouvées, quoi. Ça aime pas la nouveauté qui n'a pas démontré son efficacité, Cassie. C'est bien pour ça que je connais des gens pour la vaccination, SIDOM et STJ, qui n'étaient pas pour le vaccin. Mais à partir du moment où plein d'études ont dit oui, les vaccins c'est peut-être mieux, eux ils s'en sont remis à l'étude, l'esprit critique après il n'y en avait plus, quoi. C'était si l'étude l'a dit, tout le monde le dit, donc c'est que c'est acté, ça fait 6 mois qu'on dit que ça marche. Alors que si on prend un type de type NT comme moi, c'est pas parce que ça fait 6 mois que les gens vous disent que ça marche que j'en déduis que ça marche. Il faut le prouver en fait. Et c'est pas parce il faut le prouver en prouvant que chaque étude n'est pas bidon. Et qu'elle est vraiment objective. Et ça, c'est un autre problème, parce que souvent les études sont financées. Quand vous avez le propre laboratoire Pfizer qui vous dit 90% d'efficacité, s'il y avait 90% d'efficacité, on ne se retrouvait pas avec 60% à l'heure actuelle des hospitalisés qui sont vaccinés. Même si on vous explique que c'est une proportion plus forte de la population, si c'est quasiment 100% d'efficacité, les vaccinés devraient, oui, certains aller à l'hôpital, mais ça devrait être minoritaire. Alors là, pour l'instant, ils sont majoritaires. Donc comment un produit qui est censé être à 90% efficace, peut emmener les gens qui ont injecté ce produit pour se protéger à être majoritaire dans un hôpital? Faites le calcul, les calculs ils sont pas bons. Pour reprendre l'expression de Ines Reg, les calculs là ils sont vraiment pas bons. Et tous les médias balancent ça depuis 2 semaines, mais il y a clairement quelque chose qui cloche, quoi. Mais non, en fait, c'est que c'est Pfizer qui vous dit ça, et donc une industrie pharmaceutique va tout le temps vous donner des tests qui sont pas du tout ceux de la réalité, parce que elle va bidonner les chiffres, c'est comme ça. C'est bien pour ça qu'en règle générale,
les ordonnances sont réévaluées tous les 4 à 5 ans parce qu'on sait qu'il y aura une différence entre la réalité des symptômes qu'on va voir en vrai et ce que le laboratoire aura vendu pour avoir l'autorisation de mise sur le marché. Je rappelle quand même que pour tout ce qui est... tout ce qui est analyse et tout ça des études, moi j'ai eu un cours... à l'époque, j'ai eu un cours de droit de la santé, donc avec Claude Évin en Master 2, l'ancien ministre de la Santé dont la loi porte son nom. Et en fait, quand j'ai appris comment la NSM autorisait les médicaments, j'ai tout de suite compris que finalement, il y avait une corruption à mort, quoi. Parce que ça fait partie du jeu. Quand il nous a appris qu'en fait, la NSM, elle valide le médicament si le rapport risque-bénéfice n'est pas trop grave en termes d'effets secondaires, il y a les fameux 1 sur 1000, 1 sur 100, et la proportion des types d'effets et de gravité. En fait, vous doutez bien que si vous vendez le Propecia, qui a des problèmes assez graves en termes d'effets secondaires, vous allez dire que non, il n'y en a pas en fait, parce que votre but c'est de le vendre. Donc si vous voulez le vendre, il faut à tout prix minimiser les effets secondaires auprès de la NSM. Donc en fait, ça fait partie du jeu. Les labos les minimisent, et on peut, quelque part, c'est pas honnête, mais on peut pas leur en vouloir. Dans le sens où, comme ils sont axés sur que vendre, la moralité, on s'assoit un peu dessus, quoi. Je donne l'exemple du Propecia parce qu'il a été prouvé depuis ces dernières années que finalement c'est un médicament extrêmement dangereux et qui a des effets secondaires bien plus lourds que ce que les gens nous vendaient à l'époque. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais on a des tonnes d'exemples comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Je pense que pour les pizzas, c'est ça, c'est, comme me disait le comptable, c'est une valeur sûre, la pizzeria, la crêperie. Et aussi, surtout, très important, il me racontait que quand vous allez à la crêperie et la pizzeria, quand vous n'avez pas d'argent et que vous êtes une famille, ça vous revient moins cher qu'un vrai resto parce qu'il y a souvent des menus enfants cassés à 6-7 euros des fois. Et donc voilà, il y a aussi cet aspect-là financier où il me disait finalement une crêperie resto, ça reste un resto qui est assez abordable. Bon, après, vous allez me dire, il y a le kebab, mais bon, le kebab, c'est pas très bien pour vos enfants. Je sais plus combien il y a de calories dans un kebab, mais bon, si vous emmenez vos enfants se prendre un kebab à 1500 kilocalories, bon, en termes de graisse, il y a mieux. Donc je pense que c'était ça. Donc lui m'avait expliqué ça. Et je le remercie d'ailleurs parce que c'est quelque chose que je ne savais pas pourquoi les gens allaient à la crêperie, à la pizzeria. C'est un truc, moi, où, en tant qu'INTJ, je n'ai pas du tout ce réflexe, quoi. J'aurais un réflexe d'aller n'importe où ailleurs, mais pas là. Voilà. Sûrement le côté classique, mais qui marche et qui est efficace. Après, dans l'article, il vous parle de Jeff Bezos pour continuer et fermer l'anecdote. Arrêtez de travailler lorsqu'on ne peut plus. Alors là, ouais, on est vraiment dans le récit en fait. Lorsque la journée est terminée et que il dit qu'après 17h, il prend plus de décision. Ouais, c'est quand l'ISTJ il est plus en forme, il en est très conscient. Pareil, on revient à l'effet du corps et la maîtrise chez les acidomes des signaux physiques de fatigue. Et donc dans ces cas-là, lui, il va remettre la décision au lendemain. Donc c'est très réglé, on le voit bien. C'est très optimisé, ça cherche l'efficacité. Mais ça cherche l'efficacité sur des choses qui sont quand même avec, on va dire, une certaine prudence. Voilà, donc c'est qui est lié à ci. Après, il vous explique bien analyser sa position et avoir une vision à long terme. Alors c'est vrai qu'on peut confondre beaucoup les ISTJ et les INTJ de par leur vision à long terme. Et c'est aussi pour ça que je m'entendais très bien quand j'avais la vingtaine avec des ISTJ. Parce qu'ils avaient ce côté TE comme ça. Puisque moi, à 20 ans, c'était la période TE, on va dire en gros 17. La période TE, chez les INTJ, c'est 17, 25, 28 ans, quoi, à peu près. C'est pareil pour les ISTJ. Donc c'est vraiment la fonction qui va mobiliser votre but. Et c'est vrai que mon ami ISTJ, il comprenait vite les choses. On rigolait sur les mêmes choses, c'était assez rigolo. Il était très cultivé, souvent comme les ISTJ. Des bonnes discussions. Mais c'est aussi quelqu'un qui pensait à long terme, quoi. C'est-à-dire quand il a acheté sa voiture, il avait exactement les mêmes remarques que moi. Là où je prends l'exemple de quelqu'un que je connaissais qui était SEDOM, lui c'était juste le style, quoi. Elle me plaît, voilà. Bon, après, je n'analyse pas si ça correspond à mes besoins. C'est pas du tout les mêmes critères. Donc c'est vrai que quand il parle de bien analyser sa position, c'est SI. SI en DOM, ça vous demande d'être vigilant, d'être besogneux, prudent. Et la vision à long terme, là on parle de TE, sa deuxième fonction. Donc là-dessus, c'est vrai que les deux se rejoignent. Ils mettent dans l'article, enfin, l'une de ses habitudes est de rester conscient du pouvoir que lui confère sa position au sein de l'entreprise et de savoir comment optimiser chaque processus. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que Jeff Bezos, il a balancé une définition de l'intelligence que je partage avec lui. C'est là qu'on voit les liens aussi assez étroits malgré tout entre ISTJ et INTJ, même si on n'est pas d'accord sur tout. Parce que l'INTJ n'aime pas le conformisme à outrance.
Voilà. Là où certains ISTJ se conforment un peu trop à la règle pour se conformer à la règle sans trop critiquer la règle. C'est là-dessus qu'on diffère un peu les ISTJ et INTJ. Mais c'est assez intéressant parce qu'il donnait une définition d'intelligence qui est exactement pour moi ce à quoi elle correspond. Si vous me posez la question de l'intelligence, moi je vous répondrais, c'est pas les diplômes, c'est pas les études, parce que j'ai parlé à des gens qui n'avaient aucun diplôme, aucune étude, qui étaient bien plus intelligents que la plupart des politiques qui viennent nous balancer des contre-vérités à la télé toute la journée avec une arrogance qui fait très peur. Mais il disait finalement, moi pour savoir si quelqu'un est intelligent, et moi je raisonne un peu pareil, il dit je pense que c'est important de savoir quelle est la dernière fois où il a changé d'avis. Alors vous allez vous dire pourquoi, quel est le lien? Tout simplement parce que la dernière fois où vous avez changé d'avis va témoigner du fait que vous remettez en question constamment vos idées et vos certitudes. Et c'est vrai que l'intelligence, si on en revient à la définition de Kant, c'était on mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter. On reconnaît bien là chez Kant la définition d'un TI d'homme, où TI ça cherche la précision, les faits avec précision. Donc si vous dites des incertitudes ou des choses qui ne sont pas démontrées mais qui ne sont pas tout à fait ça et que vous faites un raccourci, pour TI, il y a un problème parce que là ça rompt avec sa fonction dominante qui cherche à ne pas se tromper, à être le plus précis possible. Donc pour moi, ma définition ce serait celle-là, ce serait la définition kantienne que je vante beaucoup. Je le vois bien en fonction des gens avec qui je parle qui se croient très intelligents. Quand on voit le niveau de bêtises qu'ils nous sortent alors qu'ils sont persuadés de ne pas dire des bêtises, clairement on sait qu'ils ne sont pas super intelligents parce qu'ils ne sont même pas eux-mêmes conscients de sortir des âneries. Donc c'est vrai que ça, je pense que c'est un bon critère. Mais Jeff Bezos avait un autre critère qui est quand même plus intéressant, je trouve. C'est, pour lui, il dit, si finalement vous êtes assez intelligent, il vous importera peu de savoir et de rester sur vos positions. Vous allez constamment essayer de réévaluer les jugements et constamment essayer d'améliorer. Et ça, je pense que je suis assez d'accord avec lui. Finalement, quand vous êtes intelligent, il y a des études qui ont conclu que quand on est assez intelligent, on ne se focalise pas vraiment sur les idées qu'on arrête. Parce qu'on sait qu'elles vont évoluer tout le temps. Et donc du coup, si on nous repose une question dans 10 ans, on aura peut-être vu la chose d'une manière plus holistique, plus intéressante, moins fermée, plus ouverte. Mais parce que l'intelligence cherche ça en fait, elle cherche l'ouverture. Et c'est pas pour rien que finalement sur le Big Five, ceux qui se corrèlent le mieux en intelligence, si je dis pas de bêtises, parce que je maîtrise quand même pas autant le Big Five que le MBTI, mais j'ai lu quand même pas mal d'articles en corrélation avec les deux. Et en fait, le Big Five, clairement, ils disent que ce qui corrèle le taux de QI le plus élevé avec le Big Five, c'est ce qu'ils appellent l'ouverture, l'openness, je crois. L'ouverture, je sais plus comment ils appellent ça dans le Big Five, mais il y a a priori une catégorie qui est liée vraiment à l'ouverture, la curiosité, voilà, tout ça. C'est clairement dans le Big Five ce qui est corrélé à ouverture, curiosité d'esprit, au cerveau les plus intelligents. Et ça paraît logique, hein. Quand vous appelez Stephen Hawking, vous ne pouvez pas trouver des choses que les autres n'ont pas trouvées si vous n'êtes pas plus ouvert qu'eux dans la manière de chercher et de comprendre les systèmes. Voilà. Donc pour Jeff Bezos, c'était ça, il disait, pour moi, je ne fais pas passer des tests de personnalité, et je trouvais ça très intelligent de sa part. Et il disait, les gens qui me disent que j'ai toujours réponse à tout, voilà, je sais ça fait 10 ans que c'est comme ça, et qui n'ont pas changé d'avis, pour moi, on ne peut pas avoir affaire à une personne intelligente, parce qu'une personne intelligente va être encline, si elle a des collègues qui ont des bonnes idées, à exploiter les idées des collègues, à améliorer ce qu'elle avait conçu grâce aux collègues. Et moi-même, je le faisais dans mon boulot d'ailleurs, je prenais souvent les idées des collègues pour améliorer mes propres idées. Parce que c'est comme ça aussi qu'on devient plus performant. Là où par contre les collègues n'étaient pas capables d'exploiter mes idées pour améliorer leurs idées. Parce que ça les intéressait pas en fait, mes idées. Moi, j'étais toujours intéressé à me dire, voilà, cette idée-là, avec Annie en Dom, vous dites que cette idée, vous la gardez en poche et que vous pourrez l'exploiter un jour. C'est ça, c'est-à-dire qu'avec Annie, il y a des idées, vous savez exactement comment les exploiter. Et il y a des idées, vous dites, cette idée-là, elle va me permettre de faire un truc un jour, donc je la garde. Pourquoi ? Parce qu'avec Annie, alors, il expliquait sur Personality Junkie qu'NE, c'est plus l'inventivité pure. Et Annie, la perspicacité, j'étais pas vraiment d'accord avec lui. Et en fait, je me rends compte qu'il a raison. Oui, la perspicacité, dans le sens où Annie, c'est vraiment l'inventivité, mais sur quelque chose où il y a une idée d'exploitation derrière de l'idée. C'est pas juste utiliser l'idée pour l'utiliser, c'est vraiment l'idée de la modéliser et d'arriver aussi à faire une page blanche sur quelque chose qu'on n'a pas conçu avant. Donc quelque part, oui, c'est peut-être, comme il dit, Annie, plus proche d'une notion de perspicacité, là où NE est plus proche d'une notion d'inventivité pure. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être perspicace, hein, NE, mais...
ça cherche plus, quelque part, l'inventivité maximale. Alors que c'est vrai que sur l'INTJ, on dit souvent l'ingénieur perfectionniste, l'innovateur perfectionniste. Ouais, il y a un côté perfectionniste, mais surtout innovateur. Et je pense que la perspicacité fait écho aussi à l'ingéniosité. Donc, sûrement que sur Personality Junkie, il a raison finalement de dire ça. Parce que c'est aussi les caractéristiques qu'on donne aux INTJ, c'est notre côté extrêmement innovateur et ingénieux. Voilà, c'est des termes qu'on trouve assez souvent sur le type. Et quelque part, c'est les synonymes de perspicace. Donc je pense qu'il a raison. Donc c'est vrai que lui, il avait cette idée-là de l'intelligence. Pour moi, quelqu'un qui change jamais d'avis, qui est même pas capable de voir qu'il se trompe, on peut pas dire que c'est quelqu'un d'intelligent, puisque l'intelligence, c'est aussi voir qu'on fait des erreurs, qu'on s'est trompé, que l'autre avait raison, que finalement on s'excuse. Et dans la société actuelle, il y a bien peu de personnes, et puis si on prend l'exemple des politiques, aucun politique va s'excuser pour dire qu'il s'est planté. Hein, vous voyez l'exemple de Macron, je me suis peut-être trompé. Je prends pas que lui, il n'y a pas que lui. Les autres disent oui, j'ai peut-être fait mal. Ou alors il y avait DSK, j'ai fait une faute morale. À un moment, à vous, gars, t'as pas fait une faute morale, t'as fait n'importe quoi. T'as fauté, quoi. T'es un humain, t'es pas non plus parfait. Mais le fait de pas admettre que vous pouvez fauter et tout ça, pour moi, je trouve ça assez malsain quand même, parce que c'est important en tant qu'humain d'admettre que vous avez fauté. C'est aussi, ça prouve que vous êtes perfectionniste et que vous voulez être meilleur. De pas admettre aussi quelqu'un en face de vous qu'il a fauté, qu'il n'était pas bon, c'est juste justement ne pas admettre, c'est juste pour lui admettre qu'il ne cherche pas la perfection à s'améliorer. Il est mauvais, il est nul, il vous fait du mal, mais il s'en fiche, il sera comme ça tout le temps. C'est aussi un aveu qui vous dit ça. Donc je suis assez d'accord avec Jeff Bezos. La vision à long terme, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Votre travail ne consiste pas à prendre des centaines de décisions chaque jour. Il a totalement raison. Et en tant qu'INTJ, je partage son avis. En tant que leader, il se concentre sur la prise de décision importante qui a un impact au niveau les plus bas et qui conduisent à davantage de commandes qui modifient la structure de l'entreprise qu'il cherche. Alors ça, c'est un point commun avec Annie, c'est vraiment le fait de se focaliser chez les ISTJ sur les éléments clés qui permettent de travailler le système. Et du coup, après, si vous modifiez la base, tout le système est amplifié derrière, avec une bonne base. Donc, ouais, c'est assez intéressant. Donc voilà, ça c'était un article qui était... c'était pas très long. Vous voyez que c'est pas un podcast qui a duré aussi longtemps que les autres. Mais je voulais vous faire cette anecdote parce que c'est aussi intéressant, je trouve, la chaîne de pouvoir partager ça. Des idées comme ça, un coup de tête que j'aurai certains jours et je voudrais partager pour expliquer le MBT à une personne, en quoi telle actualité nous montre des oppositions entre deux profils. J'ai mis une petite vidéo entre ESTP et ESFP, entre Punchline, tiré de l'émission Quotidien, mais ça a été censuré par TF1, donc a priori moi je la vois, mais vous ne pouvez pas la voir dans mon fil d'actu et de vidéo, c'est dommage, enfin bref. Parce que du coup j'avais mis cette petite vidéo pour illustrer récemment Dati qui est ESTP, comment elle s'oppose à Hidalgo qui est ESFP, et ce qui est intéressant, deux femmes ESTP et ESFP, les clashs que ça se produit et comment ça se clash en fait. Bon, a priori, vous pouvez pas la voir parce que TF1 a restreint les droits de ma vidéo. Puis ils considèrent que c'est du contenu copié. Bon, c'est dommage parce que je trouvais ça intéressant. Sur ce, je vais vous laisser, le podcast est fini. Il y aura d'autres idées qui sortiront comme d'habitude. Je sais pas quand, je peux pas vous dire, quand j'aurai du temps. Mais j'espère que ça vous aura intéressé du coup, quand même. Là, parce que c'était quand même pas très long. Mais ça permet de voir un peu plus les anecdotes sur l'ISTJ, l'histoire des pizzas, l'histoire de la conformité, des valeurs sûres. Il n'y a pas vraiment de hasard. Quand vous comprenez le MBTI en substance et en nuance, vous vous rendez compte que Jung qui disait il n'y a jamais de hasard pour celui qui est conscient des synchronicités, il est totalement dans le vrai. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Et quand vous pensez que c'est du hasard, c'est que vous n'avez pas la réponse à la synchronicité qui vous a amené sur ce chemin. Et qu'il faut d'ailleurs la chercher. C'est ce qu'il faut que vous fassiez dans ces cas-là. Donc voilà, on se retrouvera prochainement, je sais pas quand, pour un nouveau podcast. Et d'ici là, portez-vous bien.